Le 15 octobre 1998, Amélie Giraud, 19 ans, quitte l'université de Nantes à 16h30 comme tous les jeudis après son cours de psychologie comportementale. Elle ne rentrera jamais chez elle. 3 jours plus tard, sa mère Marie découvre une cassette audio cachée sous le matelas de sa fille. De 40 minutes d'enregistrement qui révéleront une vérité si perturbante que l'enquête bouleversera non seulement une famille, mais toute une institution universitaire. Dans cette confession enregistrée dans la solitude de sa chambre, Amélie raconte des mois de harcèlement, de chantage et de peur. Elle y révèle l'identité de son persécuteur et décrit avec une précision glaçante un système d'abus qui touchait plusieurs jeunes femmes. Cette cassette devient la clé d'une enquête qui dévoilera comment un prédateur utilisait sa position d'autorité pour détruire des vies. Mais pourquoi Amélie a-t-elle enregistré cette confession ? Et que s'est-il réellement passé ce jeudi d'octobre où elle a disparu pour toujours? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Nantes, automne 1998. La ville se réveille doucement de l'été indien particulièrement doux de cette année-là. Les feuilles des platanes le long de la Loire commencent à jaunir et les étudiants ont repris le chemin des amphithéâtres depuis septembre. L'université de Nantes, implantée dans le quartier du Tertre, accueille cette année-là près de 30 000 étudiants. C'est un établissement en pleine expansion qui a vu ses effectifs doubler en 10 ans. Amélie Giraud fait partie de ces jeunes qui ont choisi de rester près de chez eux pour poursuivre leurs études. Née le 3 mars 1979 à Nantes, elle a grandi dans le quartier de Sainte-Anne, dans une maison mitoyenne, typique des années 70. Sa mère, Marie, 45 ans, travaille comme infirmière au CHU depuis 20 ans. Son père, Jean-Marc, les a quittés quand Amélie avait 12 ans, laissant Marie élever seule sa fille unique. Amélie est une jeune femme discrète, mais déterminée. Ses cheveux châtains mi-longs encadrent un visage fin aux yeux verts expressifs. Elle mesure 1,65 m et a cette élégance naturelle des jeunes femmes qui n'ont pas encore conscience de leur beauté. Ses professeurs du lycée Saint-Félix la décrivent comme une élève brillante, particulièrement douée pour les matières littéraires et les sciences humaines. C'est naturellement vers la psychologie qu'elle s'oriente après son baccalauréat littéraire, obtenu avec mention bien en juin 1997. Elle intègre la 2e année de DEUG de psychologie à la rentrée 1998, après une première année qu'elle a terminée dans les premiers de sa promotion. Amélie rêve de devenir psychologue pour enfants. Elle a ce don particulier pour écouter les autres, cette empathie qui pousse ses amis à se confier à elle naturellement. La jeune femme partage un petit appartement de 30 mètres carrés rue de la Paix, non loin du campus, avec sa meilleure amie depuis le lycée, Sophie Lemaire. Sophie, 20 ans, étudie l'histoire de l'art et forme avec Amélie un duo inséparable depuis leurs années de terminale. Elles se complètent parfaitement. Là où Amélie est réservée et réfléchie, Sophie est spontanée et extravertie. Leur quotidien suit un rythme bien établi. Levée à 7 heures chaque matin, Amélie prend le tramway ligne 1 jusqu'à l'arrêt université pour rejoindre les bâtiments de lettres et sciences humaines. Elle assiste religieusement à tous ses cours, prend des notes méticuleuses dans ses cahiers à spirale qu'elle recopie le soir au propre. Le jeudi, son emploi du temps se termine par le cours de psychologie comportementale du professeur Laurent Mercier, de 14 à 16 heures. Laurent Mercier, 42 ans, enseigne à l'université depuis 1985. Titulaire d'un doctorat en psychologie de l'université de Paris 7, il s'est spécialisé dans l'étude des comportements déviants. C'est un homme de taille moyenne, aux cheveux noirs grisonnants toujours parfaitement coiffés, qui porte invariablement des costumes sombres et des cravates discrètes. Il a cette assurance tranquille des universitaires confirmés, cette façon de parler posément qui impose le respect. Ses cours magistraux dans l'amphithéâtre D du bâtiment Sensive attirent chaque jeudi près de 200 étudiants. Mercier a la réputation d'être exigeant mais juste, et ses examens sont redoutés.
Il dirige également le laboratoire de psychologie expérimentale et supervise plusieurs thèses de doctorat. Ses collègues le respectent, même s'ils le trouvent parfois distant. L'homme vit seul dans un appartement bourgeois du quartier Grasselin, au 3e étage d'un immeuble haussmannien. Divorcé depuis 5 ans, il n'a pas d'enfant. Ses voisins le décrivent comme quelqu'un de poli et discret, qui salue toujours courtoisement, mais n'engage jamais la conversation. Le week-end, on le voit parfois se promener seul, le long de l'Erdre ou dans les allées du Jardin des Plantes. En cette rentrée universitaire 1998, rien ne laisse présager le drame qui va se nouer. Amélie suit assidûment les cours de Mercier depuis septembre. Elle s'assoit toujours au même endroit, 3e rangée au centre, et lève régulièrement la main pour poser des questions pertinentes qui montrent qu'elle a vraiment assimilé le contenu des leçons précédentes. Mercier a rapidement remarqué cette étudiante attentive. Il apprécie ses interventions toujours réfléchies, sa capacité à faire des liens entre les différents concepts abordés. Quand il rend les copies du premier partiel en octobre, Amélie obtient la meilleure note, 16 sur 20. Une excellente performance qui confirme ses qualités académiques. Mais derrière cette façade universitaire, apparemment normale, se cache une réalité bien plus sombre. Car depuis la mi-septembre, Laurent Mercier observe Amélie Giraud d'une manière qui dépasse largement l'intérêt pédagogique. Et cette observation va bientôt se transformer en quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Jeudi 15 octobre 1998, 16 heures. Le cours de psychologie comportementale de Laurent Mercier vient de se terminer dans l'amphithéâtre D. Comme chaque semaine, Amélie range soigneusement ses affaires dans son sac à dos en toile bleue marine, un modèle Eastpak qu'elle a reçu pour ses 18 ans. Elle glisse son cahier de notes dans la poche principale, vérifie que son stylo à billes bleues est bien refermé et referme la fermeture éclair d'un geste machinal. Les étudiants quittent l'amphithéâtre dans le brouhaha habituel des conversations qui reprennent, des chaises qui grincent, des pas qui résonnent sur les marches en béton. Amélie fait partie des derniers à sortir, comme souvent. Elle aime prendre son temps, ne pas se précipiter dans la cohue. Dans le couloir du bâtiment Sensive, elle croise Sophie qui sort justement de son cours d'histoire de l'art byzantin. « Salut Mel. Comment ça s'est passé avec le terrible Mercier ?» demande Sophie avec son sourire habituel, utilisant le surnom qu'elle donne à Amélie depuis le lycée. « Très bien, il a rendu les partiels. J'ai eu 16, répond Amélie, visiblement satisfaite. « Génial. On fête ça ce soir? Il y a une soirée chez Julien, tu viens ?» Amélie hésite un instant. Elle n'est pas très friande des soirées étudiantes, préférant généralement rester chez elle à lire ou à regarder la télévision. Mais l'idée de célébrer sa bonne note la tente. « Je ne sais pas, j'ai du travail à rattraper pour demain. Allez, juste 1 heure. » Et puis, Julien a dit qu'il y aurait Mathieu, ajoute Sophie avec un clin d'œil complice. Mathieu Deschamps, 22 ans, étudiant en 3e année de droit. Amélie a un faible pour ce garçon discret aux yeux bleus qu'elle a rencontré à la bibliothèque universitaire le mois dernier. Ils ont échangé quelques mots, partagé un café, mais rien de plus. « Bon, d'accord, mais je passe d'abord à la maison me changer », cède finalement Amélie. Les 2 amis sortent ensemble du bâtiment. Il fait encore doux pour un mois d'octobre, mais le ciel se couvre progressivement. Le vent d'ouest apporte cette odeur particulière de la Loire toute proche, mélange d'humidité et de vase qui caractérise les automnes nantais. Elle marche côte à côte vers l'arrêt de tramway, bavardant de choses et d'autres. Sophie raconte les derniers potins de sa promotion, évoque sa dernière dispute avec ses parents, qui trouvent qu'elle ne travaille pas assez. Amélie l'écoute d'une oreille distraite, l'esprit encore occupé par le cours qu'elle vient de suivre. À 16h20, elle monte dans la rame de tramway bondée. C'est l'heure de pointe. Les lycéens et étudiants rentrent chez eux, mélangés aux employés qui finissent leur journée de travail. Amélie trouve une place assise près de la fenêtre. Sophie reste debout à côté d'elle. Le tramway traverse le centre-ville en direction de la Loire. À l'arrêt Duchesse Anne, Sophie descend pour rejoindre son appartement rue de la Paix. « À tout à l'heure, vers 20h, lance-t-elle en descendant. « Oui, je passerai te prendre, répond Amélie par la fenêtre ouverte. Le tramway repart. Amélie reste encore 4 stations avant d'arriver chez sa mère dans le quartier de Sainte-Anne.
Elle regarde défiler les façades de la rue de Strasbourg, observe les passants sur les trottoirs, pense à sa soirée qui s'annonce finalement plutôt plaisante. À 16h35, elle descend à l'arrêt Sainte-Anne et remonte la rue des Olivettes d'un pas tranquille. Sa mère ne rentrera pas avant 19h de l'hôpital, elle a donc le temps de prendre une douche, de choisir ses vêtements pour la soirée, peut-être même de réviser un peu ses cours de demain. Plusieurs voisins l'aperçoivent dans la rue. Madame Blanchard, retraitée de 72 ans qui habite au numéro 15, la salue depuis sa fenêtre. Monsieur Guérin, qui promène son labrador noir comme tous les jours à cette heure-là, échange quelques mots avec elle sur le temps qui se gâte. À 16h40, Amélie ouvre la porte de la maison familiale avec sa clé. C'est une construction typique des années 70, avec son petit jardin devant et sa façade en crépi beige. Elle pose son sac dans l'entrée, allume la lumière du couloir car l'après-midi s'assombrit déjà. Mais Amélie ne restera pas longtemps chez elle ce jeudi-là, car vers 17h15, elle ressort de la maison. Madame Roussel, qui habite juste en face et arrosait ses jardinières sur son balcon, la voit partir d'un pas pressé, son sac à dos sur l'épaule. Elle semble préoccupée, différente de l'adolescente détendue qui était rentrée 3/4 d'heure plus tôt. « Amélie, tout va bien ?» crie la voisine depuis son balcon. Mais la jeune femme ne semble pas l'entendre. Elle remonte la rue des Olivettes en direction de l'arrêt de tramway, sa démarche trahissant une certaine urgence qui intrigue Madame Roussel. C'est la dernière fois qu'Amélie Giraud sera vue vivante. Sophie l'attend en vain ce soir-là. Vers 20h30, inquiète de ne pas la voir arriver, elle téléphone chez Marie Giraud. Mais personne ne décroche. Elle essaie plusieurs fois jusqu'à 22h, puis décide d'aller directement à la soirée en se disant qu'Amélie l'y rejoindra peut-être. Marie Giraud rentre de l'hôpital à 19h15 comme prévu. Elle trouve la maison vide, ce qui ne l'inquiète pas outre mesure. Amélie lui a laissé un mot sur la table de cuisine. « Maman, je sors avec Sophie ce soir. Ne m'attends pas. Bisous, Amélie. » L'écriture est bien celle de sa fille, tracée au stylo bleu sur un morceau de papier déchiré dans un cahier. Mais quand Marie se réveille le vendredi matin à 6h et découvre que le lit d'Amélie n'a pas été défait, l'inquiétude la gagne. Elle téléphone immédiatement à Sophie, qui lui apprend qu'Amélie n'est jamais venue la chercher la veille et qu'elle n'était pas à la soirée non plus. À 8h, Marie Giraud se présente au commissariat central de Nantes, rue de la Motte Rouge. Elle dépose une déclaration de disparition auprès de l'agent d'accueil, un homme d'une 50aine d'années, qui la reçoit avec la courtoisie professionnelle habituelle, mais sans manifester d'inquiétude particulière. « Madame, votre fille est majeure. Il est possible qu'elle ait décidé de passer quelques jours ailleurs sans vous prévenir. Cela arrive souvent à cet âge-là. Mais Marie connaît sa fille. Amélie n'a jamais découché sans prévenir, jamais manqué un cours, jamais inquiété sa mère volontairement. Quelque chose de grave a dû se passer. L'enquête commence véritablement le samedi matin quand l'inspecteur Claude Blanchard prend le dossier en main. Blanchard, 48 ans, est un policier expérimenté qui travaille à la brigade criminelle de Nantes depuis 15 ans. Grand et mince, les cheveux poivre et sel toujours impeccablement coiffés, il a cette prestance naturelle qui impose le respect. Blanchard interroge d'abord Marie Giraud longuement. Il veut connaître les habitudes d'Amélie, ses amis, ses lieux de sortie habituels. Marie lui remet une photo récente de sa fille, prise lors de son anniversaire en mars dernier. On y voit Amélie souriante dans le jardin familial, ses cheveux châtains brillants sous le soleil printanier. L'inspecteur se rend ensuite chez Sophie Lemaire pour recueillir son témoignage. La jeune femme est visiblement bouleversée par la disparition de son amie. Elle raconte leur séparation dans le tramway jeudi après-midi, confirme qu'elle devait se retrouver le soir pour aller à une soirée. Amélie semblait normale quand je l'ai quittée. Peut-être un peu fatiguée par sa semaine de cours, mais rien d'inhabituel, explique Sophie à Blanchard. Mais en fouillant dans les affaires d'Amélie restées dans l'appartement rue de la Paix, Sophie fait une découverte troublante. Le sac de cours d'Amélie, celui qu'elle avait avec elle jeudi à l'université, est posé sur son lit. À l'intérieur, ses cahiers, ses stylos, sa calculatrice, tout est là, comme si elle l'avait vidé consciencieusement avant de repartir. Cette découverte
modifie la perception de l'enquête. Si Amélie a pris le temps de rapporter ses affaires de cour et de les ranger soigneusement, c'est qu'elle comptait peut-être partir quelque part. Mais où et pourquoi? Les premiers éléments de l'enquête dessinent le portrait d'une disparition volontaire. Une jeune femme majeure qui quitte son domicile après avoir laissé un mot à sa mère, prend ses affaires personnelles et disparaît sans laisser de traces. Pourtant, Marie Giraud refuse de croire à cette hypothèse. Elle connaît sa fille mieux que personne, et elle va bientôt avoir raison de s'inquiéter. Les jours qui suivent, la disparition d'Amélie transforme progressivement la vie de tous ceux qui l'entourent. Marie Giraud traverse les phases classiques du déni à l'acceptation forcée d'une réalité qu'elle refuse encore d'admettre. Les premières 48 heures, elle reste convaincue que sa fille va rentrer, qu'il s'agit d'un malentendu, peut-être d'une fugue amoureuse dont Amélie aura honte et qu'elle expliquera bientôt. Le week-end du 17 et 18 octobre, Marie ne quitte pas la maison, guettant le moindre bruit de clé dans la serrure, sursautant à chaque sonnerie de téléphone. Elle prépare le repas préféré d'Amélie, le dimanche midi, des pâtes à la carbonara, et met la table pour deux, comme si ce geste pouvait faire revenir sa fille. Sophie Lemaire vit ses premiers jours dans un mélange de culpabilité et d'incompréhension. Elle se reproche de n'avoir pas insisté davantage quand Amélie a hésité à venir à la soirée. Elle analyse et réanalyse leur dernière conversation dans le tramway, cherchant un indice qu'elle aurait manqué. Le dimanche soir, elle dort chez Marie Giraud, incapable de supporter la solitude de l'appartement qu'elle partageait avec Amélie. L'inspecteur Blanchard coordonne les premières recherches selon les protocoles habituels. Des patrouilles vérifient les hôpitaux de la région, les gares, les aires d'autoroute. Un avis de recherche avec la photo d'Amélie est diffusé dans les commissariats de Loire-Atlantique et des départements limitrophes. Les médias locaux, Ouest France et France Bleu Loire-Océan, relaient brièvement l'information sans lui accorder une importance particulière. En 1998, les disparitions de jeunes majeurs ne mobilisent pas encore l'attention qu'elles recevront des années plus tard. À l'université, l'absence d'Amélie passe d'abord inaperçue. Dans les amphis bondés de première année, il faut plusieurs jours pour que les professeurs remarquent qu'une étudiante ne vient plus en cours. C'est Laurent Mercier qui, le jeudi 22 octobre, note pour la première fois la place vide au 3e rang de l'amphithéâtre D. Quelqu'un sait-il pourquoi mademoiselle Giraud n'est pas là aujourd'hui? Demande-t-il à la fin de son cours, s'adressant aux étudiants qui commencent déjà à ranger leurs affaires. Un silence gêné s'installe. Personne n'ose répondre directement, mais des murmures parcourent l'amphithéâtre. Le bruit de la disparition d'Amélie a commencé à circuler parmi les étudiants, alimentant conversations à voix basse et théories diverses. Mercier fronce les sourcils. Cette absence l'inquiète plus qu'il ne le laisse paraître. Amélie Giraud était l'une de ses meilleures étudiantes, assidue et ponctuelle, une jeune femme sérieuse qui ne manquerait jamais un cours sans raison valable. Après l'amphithéâtre, il se rend au secrétariat de la faculté pour se renseigner. Madame Lebrun, la secrétaire administrative, lui confirme qu'une étudiante de 2e année a effectivement disparu la semaine précédente et que sa mère a contacté l'université. La police est venue poser des questions hier. Il voulait consulter son dossier étudiant et parler à ses professeurs, explique Madame Lebrun, une femme de 55 ans qui travaille à l'université depuis 20 ans et a vu passer des milliers d'étudiants. Cette information perturbe Mercier plus qu'il ne s'y attendait. Il rentre chez lui ce soir-là avec une étrange sensation d'inquiétude qui l'empêche de se concentrer sur ses corrections de copie. Il repense à cette jeune femme attentive qui posait toujours de bonnes questions, à son regard intelligent et concentré durant ses cours. Les semaines passent sans apporter de nouvelles d'Amélie. L'enquête de police se heurte rapidement à l'absence totale d'éléments concrets. Aucun témoin ne l'a vue après 17h15 le jeudi 15 octobre, quand elle a quitté la maison familiale pour la dernière fois. Les relevés téléphoniques ne révèlent rien d'anormal. Amélie n'avait d'ailleurs pas de téléphone portable, encore peu répandu chez les étudiants en 1998. Les comptes bancaires d'Amélie n'ont pas été touchés.
Sa carte bancaire du Crédit Mutuel n'a pas servi depuis le mercredi 14 octobre, quand elle a retiré 50 francs au distributeur de la faculté. Son livret d'épargne, qui contenait 2000 francs économisés grâce à ses jobs d'été, reste intact. Cette absence de mouvement financier oriente progressivement l'enquête vers l'hypothèse la plus sombre. Si Amélie avait fugué volontairement, elle aurait eu besoin d'argent pour survivre. Le fait qu'elle n'ait touché à aucun de ses comptes suggère soit qu'elle est avec quelqu'un qui subvient à ses besoins, soit qu'elle n'est plus en mesure d'utiliser ses cartes. Marie Giraud refuse catégoriquement la première hypothèse. Sa fille n'avait pas de petite amie, pas de relation sentimentale sérieuse qui aurait pu l'amener à tout abandonner du jour au lendemain. Quant à Mathieu Deschamps, l'étudiant en droit qu'Amélie trouvait sympathique, l'enquête révèle rapidement qu'il se connaissait à peine et qu'il était en cours ce jeudi 15 octobre jusqu'à 18h, avec des dizaines de témoins pour le confirmer. Novembre arrive avec ses pluies automnales et ses journées de plus en plus courtes. L'université reprend son rythme normal après les vacances de la Toussaint. Dans l'amphithéâtre D, la place d'Amélie au 3e rang reste vide, mais les autres étudiants ont fini par s'étaler et occuper l'espace. La vie universitaire continue, comme si cette jeune femme n'avait jamais existé. Laurent Mercier, lui, ne parvient pas à oublier sa disparition. Il se surprend régulièrement à regarder vers la place qu'elle occupait habituellement, à espérer la voir arriver en retard et s'excuser discrètement comme elle le faisait parfois. Cette obsession commence à l'inquiéter lui-même. Pourquoi cette étudiante, plutôt qu'une autre, monopolise-t-elle ainsi ses pensées? Il décide de prendre contact avec l'inspecteur Blanchard pour proposer son aide à l'enquête. En tant que professeur d'Amélie, il pourrait peut-être apporter des éléments utiles sur sa personnalité, ses relations avec les autres étudiants, son comportement en cours. Leur entrevue a lieu le 12 novembre au commissariat central. Blanchard reçoit Mercier dans son bureau, une pièce fonctionnelle au mur couvert de dossiers et de cartes de la région. Le professeur se présente comme quelqu'un de soucieux du bien-être de ses étudiants, inquiet de cette disparition qui le questionne professionnellement. Amélie Giraud était une excellente étudiante, explique-t-il à l'inspecteur. Très assidue, toujours attentive, elle participait activement aux cours. Je ne l'ai jamais vue témoigner de problèmes personnels ou de difficultés particulières. Aviez-vous remarqué un changement dans son comportement ces dernières semaines avant sa disparition ? Demande Blanchard, prenant des notes dans son carnet. Mercier réfléchit quelques secondes, semble fouiller dans sa mémoire. Peut-être, oui, maintenant que vous me le demandez. Elle me semblait plus tendue début octobre, moins spontanée dans ses interventions, plus renfermée. Mais j'ai pensé que c'était lié au stress des examens qui approchaient. Cette observation de Mercier sera consignée dans le dossier d'enquête, mais ne mènera à aucune piste concrète. L'inspecteur Blanchard note que le professeur semble sincèrement affecté par la disparition de son étudiante, peut-être même plus que ne le justifierait une simple relation pédagogique. Décembre 1998 marque un tournant psychologique pour les proches d'Amélie. Marie Giraud doit se résoudre à reprendre une vie normale tout en gardant espoir. Elle retourne travailler à l'hôpital à temps plein après avoir pris un congé de 3 semaines. Ses collègues la soutiennent avec discrétion, évitant de poser trop de questions sur une situation qui n'évolue pas. Sophie Lemaire fait face à un choix difficile. Rester seule dans l'appartement qu'elle partageait avec Amélie devient psychologiquement insoutenable, mais le quitter ressemble à un abandon de son amie. Finalement, fin décembre, elle prend la décision de déménager chez ses parents en attendant de trouver une nouvelle colocation. Elle emballe soigneusement les affaires d'Amélie et les dépose chez Marie comme des reliques d'une vie interrompue. Les fêtes de fin d'année 1998 se déroulent dans une atmosphère particulière pour la famille Giraud. Marie passe Noël seule, refusant les invitations de sa sœur et de ses amis. Elle maintient les traditions qu'elle partageait avec Amélie, le sapin dans le salon, les décorations qu'elle choisissait ensemble chaque année, comme un défi au destin et un message d'espoir au cas où sa fille reviendrait. Le passage à l'année 1999 marque psychologiquement une étape. Amélie a disparu en 1998,
elle n'est plus là pour entrer dans cette nouvelle année. Cette réalité brutale force Marie à envisager pour la première fois que sa fille ne reviendra peut-être jamais. L'enquête policière entre alors dans sa phase la plus difficile. Tous les éléments factuels ont été vérifiés, toutes les pistes évidentes explorées. Blanchard doit maintenant procéder par élimination et creuser des hypothèses plus complexes. Il commence à s'intéresser de plus près à l'entourage d'Amélie, y compris à ses professeurs et au personnel de l'université. C'est dans ce contexte que, le 18 janvier 1999, exactement 3 mois après la disparition, Marie Giraud va faire une découverte qui changera radicalement la perception de toute cette affaire. Ce lundi matin de janvier, Marie Giraud a pris sa journée de congé pour s'occuper de tâches qu'elle repousse depuis des semaines. Il faut qu'elle range définitivement la chambre d'Amélie, qu'elle trie ses affaires, qu'elle accepte l'idée que sa fille ne rentrera peut-être pas demain. Cette décision lui a demandé des semaines de préparation psychologique. La chambre d'Amélie est restée exactement dans l'état où elle l'a laissé le 15 octobre. Le lit n'est pas fait. Amélie était partie précipitamment ce jeudi-là sans prendre le temps de ranger. Sur le bureau, ses livres de cours sont encore ouverts à la page qu'elle étudiait la veille. Ses vêtements de la semaine traînent sur la chaise, comme si elle allait revenir les chercher. Marie commence par plier les vêtements et les ranger dans l'armoire. Elle trie les papiers qui s'accumulent sur le bureau, notes de cours, photocopies, brouillons de devoirs. Chaque objet qu'elle manipule ravive des souvenirs. Ce pull rouge qu'Amélie portait à Noël dernier, ce livre de psychologie sociale qu'elle avait acheté d'occasion et annoté consciencieusement. Vers 11 heures, Marie s'attaque au lit. Elle enlève les draps pour les laver, secoue les oreillers, retourne le matelas comme elle le fait habituellement lors des grands ménages de printemps. C'est à ce moment-là que quelque chose tombe par terre avec un petit bruit sourd. Une cassette audio, un boîtier en plastique transparent contenant une bande magnétique TDK de 60 minutes. Sur l'étiquette blanche collée sur le côté, une écriture au stylo bille bleu, l'écriture d'Amélie, indique simplement « Pour maman, si quelque chose m'arrive ». Marie reste figée, la cassette dans les mains. Ces mots tracés de la main de sa fille résonnent dans sa tête comme une prémonition devenue réalité. Amélie avait donc prévu que quelque chose pourrait lui arriver, qu'elle pourrait disparaître, qu'elle pourrait ne plus revenir. Les mains tremblantes, Marie descend au salon et allume la chaîne Hi-Fi, un modèle Sony qu'elles ont acheté ensemble 2 ans plus tôt. Elle insère la cassette dans le lecteur, vérifie que le volume est réglé correctement et appuie sur la touche lecture. D'abord, quelques secondes de silence avec le souffle caractéristique des enregistrements analogiques. Puis, la voix d'Amélie s'élève, claire et reconnaissable, mais empreinte d'une gravité que Marie ne lui connaissait pas. « Maman, si tu écoutes cette cassette, c'est que quelque chose de grave m'est arrivé. Je vais tout t'expliquer et tout te raconter, mais promets-moi d'écouter jusqu'au bout avant de contacter la police. » Marie s'effondre dans le canapé, les larmes aux yeux. Entendre la voix de sa fille après 3 mois de silence la bouleverse. Mais l'inquiétude domine rapidement l'émotion. Qu'est-ce qu'Amélie avait à lui dire de si important qu'elle l'a enregistré en secret? Je ne sais pas par où commencer. C'est si difficile à expliquer. Depuis septembre, depuis la rentrée universitaire, quelque chose de terrible se passe dans ma vie. Quelqu'un me harcèle, maman. Quelqu'un qui connaît des choses sur moi, qui a des photos de moi que je n'ai jamais autorisées. Le sang de Marie se glace. Des photos? Quel genre de photos? Et surtout, qui pourrait avoir photographié sa fille à son insu? La voix d'Amélie continue, parfois entrecoupée de silence, où on l'entend respirer profondément, chercher ses mots pour expliquer l'inexplicable. Ça a commencé fin septembre. J'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte de l'appartement que je partage avec Sophie. À l'intérieur, il y avait des photos de moi, des photos prises à mon insu, dans des endroits où je me croyais seul, dans les vestiaires de la piscine universitaire, chez nous quand je me changeais dans ma chambre, même dans la salle de bain. Marie porte sa main à sa bouche, horrifiée. Sa fille a été espionnée, photographiée dans son intimité sans qu'elle s'en rende compte. La violation de sa vie privée explique soudain le changement de comportement qu'elle avait remarqué début octobre. Au début, j'ai cru à une mauvaise plaisanterie.
quelqu'un de mon âge, un étudiant jaloux ou pervers. Mais la semaine suivante, j'ai reçu un second courrier. Cette fois, il n'y avait pas que des photos. Il y avait aussi une lettre. Amélie marque une pause plus longue. On l'entend tourner des pages, comme si elle lisait à partir de notes préparées. La lettre disait... Elle disait que j'étais très belle, que j'avais un corps magnifique et que celui qui avait pris ces photos me surveillait depuis des mois. Il connaissait mes habitudes, mes horaires de cours, mes trajets. Il savait que je vivais avec Sophie. Il savait où travaillait maman. Il connaissait même des détails sur notre vie familiale que seule une personne très proche pourrait connaître. Marie frissonne. Un stalker qui connaît leurs habitudes familiales, qui a accès à des informations privées sur leur vie, cela suggère quelqu'un de leur entourage proche, quelqu'un en qui elles avaient confiance. Le pire, c'est la fin de la lettre. Il écrivait, je le cite exactement, « Je sais tout de toi, Amélie. Et si tu parles de ces photos à qui que ce soit, si tu contactes la police ou tes parents, je les diffuserai partout. À l'université, à tes amis, sur Internet. Personne ne doit connaître notre secret. » Il signait juste « quelqu'un qui t'aime ». Cette révélation explique pourquoi Amélie n'a jamais parlé de ce harcèlement à sa mère ou à Sophie. La menace de diffusion des photos la tenait en otage, l'obligeait au silence. Marie comprend maintenant la tension qu'elle avait perçue chez sa fille en octobre, sa nervosité inhabituelle, sa tendance à éviter certains sujets de conversation. « Maman, tu ne peux pas imaginer ce que c'est de vivre avec cette peur constante. Chaque fois que je sors de chez nous, j'ai l'impression d'être observé. Chaque bruit dans l'appartement me fait sursauter. Je vérifie plusieurs fois que les rideaux sont bien fermés avant de me déshabiller. Je regarde sans cesse autour de moi, dans la rue, pour voir si quelqu'un me suit. » La voix d'Amélie se brise légèrement. Marie réalise que sa fille a vécu un enfer psychologique pendant des semaines. Seule face à cette menace, sans pouvoir se confier à personne. Cette solitude imposée par le chantage a dû être une torture quotidienne. Il y a eu d'autres lettres, une par semaine, parfois deux, toujours glissées sous notre porte la nuit, quand Sophie et moi nous dormions. Parfois avec de nouvelles photos, toujours plus intimes, plus compromettantes. Il réussissait à me photographier dans des situations où je ne me méfiais pas. Il devait me suivre partout, connaître tous mes déplacements. Cette surveillance constante commence à dessiner le portrait d'un harceleur organisé et méthodique. Quelqu'un qui a du temps, de la patience et qui connaît suffisamment Amélie pour anticiper ses mouvements. Marie se demande si elle-même a été observée, si sa maison a été surveillée à son insu. Au début octobre, les lettres ont changé de ton. Il ne se contentait plus de me photographier et de me menacer. Il commençait à me faire des propositions, des rendez-vous. Il voulait me rencontrer pour discuter de notre avenir ensemble. Il parlait de moi comme si j'étais sa petite amie, comme si nous avions une relation. Le délire du harceleur s'accentue progressivement. Il projette une relation fantasmée avec Amélie, construite uniquement dans son imagination, mais qui lui semble réelle. Ce type de fixation obsessionnelle peut devenir très dangereux quand la réalité résiste au fantasme. Marie continue d'écouter, suspendue aux mots de sa fille disparue. Chaque révélation éclaire d'un jour nouveau les semaines précédant le 15 octobre. Elle comprend maintenant pourquoi Amélie avait l'air si fatiguée, pourquoi elle se couchait plus tard et se levait plus tôt, pourquoi elle vérifiait constamment que la porte d'entrée était bien verrouillée. Mais le plus troublant reste à venir, car dans cette confession enregistrée, Amélie va révéler l'identité de son harceleur. Et cette révélation va bouleverser tous ceux qui croyaient la connaître. « Maman, je sais que ce que je vais te dire maintenant va te choquer. Moi-même, j'ai eu du mal à l'accepter quand j'ai découvert la vérité. La personne qui me harcèle depuis des semaines, celle qui a pris toutes ces photos, qui connaît tous nos secrets familiaux, c'est le professeur Laurent Mercier. » Marie reste pétrifiée. Le professeur Mercier, cet homme distingué qui enseigne la psychologie à l'université, celui qu'Amélie admirait tant pour ses cours brillants et sa culture, la révélation semble tellement invraisemblable qu'elle doute un instant d'avoir bien entendu. Je sais que c'est difficile à croire. Moi-même, pendant des semaines, j'ai refusé de voir l'évidence. Mais j'ai fini par découvrir la vérité, et je vais t'expliquer comment.
La voix d'Amélie reprend, plus assurée maintenant qu'elle a révélé le nom de son persécuteur. Comme si le plus difficile était passé et qu'elle pouvait enfin raconter son calvaire dans le détail. « Tu te souviens, maman, comme j'étais fière d'avoir eu 16 sur 20 à son premier partiel ? Je t'en avais parlé au téléphone, j'étais si contente d'être la meilleure de la promotion. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là que tout a basculé. » Marie se rappelle effectivement cette conversation. Amélie rayonnait de fierté, elle qui avait toujours eu besoin de reconnaissance académique pour se sentir valorisée. Cette excellente note avait représenté pour elle une validation de son choix d'études et de ses capacités. Le lendemain de la remise des copies, j'ai trouvé la première enveloppe sous notre porte. Au début, je n'ai pas fait le lien. Mais maintenant, je comprends que ce n'était pas une coïncidence. Mercier avait remarqué ma note exceptionnelle. Il avait commencé à s'intéresser à moi d'une manière malsaine. Cette chronologie éclaire, sous un jour nouveau, l'évolution de la situation. Un professeur qui repère une étudiante brillante et qui développe progressivement une obsession pour elle. Un schéma classique d'abus de pouvoir, mais poussé ici jusqu'à la pathologie. Au début, je me disais que c'était impossible. Comment un professeur respecté, un homme intelligent et cultivé, pourrait-il faire des choses pareilles? Et puis j'ai commencé à remarquer des détails troublants pendant ses cours. Amélie explique comment, petit à petit, elle a pris conscience que le comportement de Mercier envers elle différait de celui qu'il adoptait avec les autres étudiants. Des regards insistants, des questions personnelles posées après les cours, une attention particulière qui dépassait le cadre pédagogique normal. Il me gardait souvent après ses cours magistraux, sous prétexte de discuter de mes devoirs ou de mes projets d'études. Il me posait des questions sur ma vie privée, ma famille, mes loisirs. Au début, je pensais qu'il s'intéressait sincèrement à mon parcours, qu'il voulait m'aider à réussir. Cette stratégie de rapprochement progressif est typique des prédateurs qui utilisent leur position d'autorité. Ils créent d'abord une relation de confiance et de proximité avant de franchir les limites acceptables. Un jour, début octobre, il m'a même proposé de me donner des cours particuliers pour m'aider à préparer les examens de fin d'année. Il disait que j'avais un potentiel exceptionnel et qu'avec son soutien, je pourrais envisager un master puis un doctorat. Il parlait de m'intégrer dans son laboratoire de recherche. Cette offre de mentorat académique constitue un piège classique. Le professeur fait miroiter un avenir brillant à l'étudiante, en échange d'une proximité qui va progressivement déraper vers autre chose. J'étais flatté, évidemment. Avoir un professeur de son calibre qui croit en vous à ce point, c'est grisant pour une étudiante de 2e année. J'ai accepté ses propositions d'aide, j'ai commencé à rester après les cours pour discuter avec lui. Marie comprend pourquoi Amélie rentrait parfois plus tard de l'université en octobre. Elle prétextait des recherches à la bibliothèque ou des travaux de groupe, mais en réalité, elle prolongeait ses conversations avec Mercier. C'est pendant une de ces discussions, le 8 octobre exactement, que j'ai compris qui était vraiment Laurent Mercier. Nous étions dans son bureau. Il était 18 heures passées, il n'y avait plus personne dans les couloirs. Il s'est approché de moi sous prétexte de me montrer un livre sur son étagère, et j'ai senti sa main effleurer ma taille. Le basculement s'opère à ce moment précis. Le prédateur teste les limites de sa victime, vérifie ses réactions, jauge sa capacité de résistance. C'est une étape cruciale dans l'escalade de violence psychologique. Je me suis écarté instinctivement. J'ai dit que je devais rentrer. Il a souri et m'a répondu « Bien sûr, Amélie, mais n'oublie pas que nous avons des secrets ensemble maintenant. » Sur le moment, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Cette phrase énigmatique prend tout son sens quand on connaît l'existence des photos prises à l'insu d'Amélie. Mercier faisait allusion au chantage qu'il préparait, aux éléments compromettants qu'il détenait déjà sur elle. Le lendemain, 9 octobre, j'ai reçu la 2e enveloppe avec de nouvelles photos. Cette fois, la lettre était plus explicite. Il écrivait « Tu es si belle quand tu ne sais pas qu'on te regarde. J'aime particulièrement la photo où tu sors de la douche. Tu as un corps parfait, Amélie. » Et il ajoutait « Nous nous rapprochons, toi et moi. Bientôt, nous n'aurons plus besoin de nous cacher. » La progression dans le harcèlement suit une logique implacable.
Mercier alterne entre contact physique réel et chantage à distance, créant un climat de terreur psychologique permanent. C'est là que j'ai vraiment compris que mon professeur et mon harceleur étaient la même personne. La coïncidence temporelle était trop évidente. Le soir même où il m'avait touché et parlé de secret, je recevais une lettre qui faisait directement référence à notre rapprochement. Amélie explique ensuite comment elle a tenté de modifier son comportement pour échapper à l'attention de Mercier. Elle s'asseyait plus loin dans l'amphithéâtre, évitait de poser des questions, refusait ses propositions d'entretien privé. Mais cette stratégie d'évitement n'a fait qu'aggraver la situation. Plus je tentais de prendre mes distances, plus il insistait. Il m'envoyait des mots pendant les cours, prétextait des erreurs dans mes devoirs pour me convoquer dans son bureau. Quand je refusais ses invitations, les lettres de chantage se faisaient plus pressantes, plus menaçantes. Le pervers narcissique ne supporte pas d'être rejeté. Le refus de sa victime décuple sa détermination et sa violence psychologique. Il interprète la résistance comme un défi à relever plutôt que comme un message clair de rejet. La semaine dernière, celle d'avant ma disparition, il a franchi un cap supplémentaire. Il m'a donné rendez-vous dans son bureau vendredi 9 octobre, après les cours, soi-disant pour me rendre un devoir. Quand je suis arrivé, il avait fermé la porte à clé. Cette escalade vers l'enfermement physique marque une étape critique. Mercier ne se contente plus de harcèlement à distance, il veut passer à l'acte, contraindre physiquement sa victime. Il m'a montré d'autres photos, encore plus intimes que les précédentes. Des clichés pris chez nous, dans notre appartement, pendant que je dormais. Maman, il était entré chez nous. Il avait trouvé un moyen de s'introduire dans notre intimité la plus absolue. Cette révélation glace le sang de Marie. Un homme a pénétré dans l'appartement de sa fille, a violé la sécurité de son domicile, a photographié Amélie dans son sommeil. L'ampleur de la violation dépasse tout ce qu'elle pouvait imaginer. Dans son bureau, ce vendredi-là, Mercier m'a expliqué comment il procédait. Il avait fait faire un double des clés de l'appartement, en soudoyant le concierge de l'immeuble. Il venait la nuit quand nous dormions, Sophie et moi. Il connaissait nos habitudes. Il savait que nous prenions parfois des somnifères pendant les périodes d'examen. Cette méthode révèle un degré de préméditation effrayant. Mercier avait organisé méthodiquement son système de surveillance et de chantage, corrompant des tiers pour accéder à ses victimes. Ce jour-là, dans son bureau fermé à clé, il m'a fait ce qu'il appelait une proposition. Il disait qu'il était amoureux de moi depuis des mois, qu'il voulait construire une relation avec moi. Il parlait de notre avenir ensemble, de la façon dont il pourrait m'aider dans ma carrière si j'acceptais de devenir sa maîtresse. Le chantage se mue en proposition de marché cynique. Le prédateur tente de faire croire à sa victime qu'elle a le choix, alors qu'il l'a piégée dans une situation sans issue. Quand j'ai refusé, quand je lui ai dit que jamais je n'accepterais ce genre de relation, il est devenu différent, froid, menaçant. Il m'a dit que j'étais naïve, que je ne comprenais pas la chance qu'il m'offrait. Et puis il m'a montré autre chose. Amélie marque une pause plus longue dans son enregistrement. On l'entend respirer profondément, rassembler son courage pour révéler ce qui va suivre. Il avait un classeur entier, maman, avec des dizaines de photos d'autres étudiantes. Pas seulement moi, mais au moins 6 ou 7 jeunes femmes différentes, toutes photographiées à leur insu, toutes dans des situations intimes. Il m'a expliqué qu'il faisait ça depuis des années, qu'il avait constitué ce qu'il appelait sa collection. La révélation prend une ampleur considérable. Mercier n'est pas seulement le harceleur d'Amélie, mais un prédateur en série qui sévit depuis des années au sein de l'université. Combien d'étudiantes ont subi le même chantage en silence? Certaines photos étaient très anciennes, elles dataient de plusieurs années. Il m'a dit que quelques étudiantes avaient accepté sa proposition par le passé et qu'elles s'en portaient très bien aujourd'hui. Il laissait entendre qu'il les avait aidées dans leur carrière en échange de leur service. Ce système d'exploitation sexuelle organisée révèle la vraie nature de Laurent Mercier. Derrière la façade du professeur respecté se cache un manipulateur qui abuse de sa position depuis des années. Maman, j'ai compris ce jour-là que je n'étais pas sa première victime et que je ne serais pas la dernière.
Il fallait que quelqu'un l'arrête, que quelqu'un révèle la vérité sur ses agissements. C'est pourquoi j'ai pris une décision. Amélie explique alors qu'elle a décidé de rassembler des preuves contre Mercier pour le dénoncer officiellement. Une démarche courageuse mais dangereuse qui va précipiter les événements tragiques. Le week-end du 10 et 11 octobre, j'ai commencé à enquêter discrètement. J'ai contacté d'anciennes étudiantes dont j'avais reconnu les visages sur les photos. J'ai découvert que plusieurs d'entre elles avaient effectivement eu des relations privilégiées avec Mercier, mais qu'elles n'osaient pas en parler par peur du scandale. Cette investigation personnelle d'Amélie révèle son courage exceptionnel. Malgré les menaces et la peur qu'elle ressentait, elle a choisi de se battre pour elle-même et pour les autres victimes. Une ancienne étudiante, Céline Morvan, diplômée en 1996, a accepté de me parler. Elle m'a raconté comment Mercier l'avait piégée de la même manière que moi. Les photos, le chantage, la proposition de relations privilégiées. Elle avait fini par céder à ses exigences pendant 6 mois avant de réussir à s'en sortir en obtenant son diplôme. Ce témoignage confirme le mode opératoire répétitif de Mercier. Il reproduit le même schéma avec chaque victime, perfectionnant ses méthodes de manipulation au fil des années. Céline m'a donné un conseil crucial. Il fallait que je documente tout, que je garde des preuves écrites de ses agissements. C'est pourquoi j'ai commencé à enregistrer nos conversations quand il me convoquait dans son bureau. Amélie révèle alors qu'elle possède des enregistrements audio de plusieurs entretiens avec Mercier, où il révèle clairement ses intentions et ses méthodes de chantage. Des preuves accablantes qui pourraient le faire condamner. J'ai aussi photographié secrètement le contenu de son classeur quand il me l'a montré vendredi dernier. J'ai les preuves de ce qu'il fait à d'autres étudiantes. J'ai de quoi le dénoncer et faire éclater la vérité. Ces éléments matériels constituent un dossier explosif qui pourrait compromettre définitivement Mercier et révéler l'ampleur de ses crimes. Amélie a risqué sa sécurité pour rassembler ses preuves. « Maman, si tu écoutes cette cassette, c'est que mon plan a mal tourné. Je devais me rendre demain, vendredi 16 octobre, chez le directeur de l'université pour déposer officiellement plainte contre Mercier. J'avais rendez-vous à 9 heures avec monsieur le recteur Fontaine. Cette information cruciale éclaire les circonstances de la disparition. Amélie devait révéler publiquement les agissements de Mercier le lendemain de sa disparition. Une coïncidence temporelle qui ne peut pas être fortuite. Mais hier soir, mercredi 14 octobre, j'ai reçu un dernier message de Mercier. Pas une lettre cette fois, mais un appel téléphonique sur notre ligne fixe vers 22 heures. Il savait que j'avais pris des photos dans son bureau. Il savait que j'avais contacté d'anciennes étudiantes. Mercier avait donc découvert les activités d'investigation d'Amélie. Sa surveillance de la jeune femme était si étroite qu'il avait détecté ses tentatives de rassembler des preuves contre lui. Au téléphone, il était différent de d'habitude, plus agressif, plus menaçant. Il m'a dit que j'avais commis une grave erreur, que je ne mesurais pas les conséquences de mes actes. Il m'a parlé de ma mère, de son travail à l'hôpital, de notre maison rue des Olivettes. Il connaissait des détails sur notre vie privée que même nos proches ignorent. Cette escalade dans les menaces révèle que Mercier se sent acculé et devient dangereux. Il étend son chantage à la famille d'Amélie, utilisant sa connaissance de leur intimité pour faire pression. Il m'a donné un ultimatum. Je devais lui remettre toutes les preuves que j'avais rassemblées avant vendredi matin. Sinon, il s'en prendrait directement à toi, maman. Il a dit qu'un accident est si vite arrivé, surtout pour une infirmière qui travaille de nuit et rentre seule chez elle. La menace directe contre Marie explique pourquoi Amélie était si tendue ces derniers jours. Elle ne craignait plus seulement pour elle-même, mais pour la sécurité de sa mère. Voilà pourquoi j'enregistre cette cassette, maman. Si quelque chose m'arrive, il faut que tu saches la vérité. Il faut que tu contactes immédiatement la police pour dénoncer Laurent Mercier. Toutes les preuves que j'ai rassemblées sont cachées dans ma chambre, derrière le radiateur, dans une enveloppe Kraft. Cette indication précise permettra à Marie de retrouver le dossier constitué par sa fille.
des éléments matériels qui compléteront cette confession audio pour accabler définitivement le professeur. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Mercier m'a fixé rendez-vous à 17 heures près du campus pour récupérer les documents. Je n'ai pas le choix, je dois y aller, sinon il mettra ses menaces à exécution contre toi. Amélie avait donc prévu de rencontrer son harceleur le jeudi 15 octobre, exactement le jour de sa disparition. Elle s'est rendue à ce rendez-vous malgré les dangers qu'elle pressentait. « Maman, si tu écoutes cette cassette, c'est que j'ai eu raison d'avoir peur. Laurent Mercier est un homme dangereux qui a détruit la vie de plusieurs jeunes femmes. Il faut l'arrêter à tout prix. J'espère que ma mort ne sera pas vaine, qu'elle permettra enfin de révéler la vérité. » Ces mots terribles résonnent dans le salon où Marie écoute, pétrifiée. Sa fille avait conscience qu'elle risquait sa vie en affrontant son prédateur, mais elle l'a fait quand même pour protéger les autres victimes. « Je t'aime, maman. Pardonne-moi de ne pas t'avoir parlé plus tôt de ce calvaire. J'avais trop peur, trop honte aussi. Mais maintenant, tu sais tout. Fais en sorte que justice soit rendue. Fais en sorte que Laurent Mercier paye pour tous ses crimes. » L'enregistrement se termine sur ces mots. 43 minutes de confession qui révèlent l'ampleur d'un système d'exploitation sexuelle au sein de l'université de Nantes. Marie reste prostrée dans son canapé, bouleversée par ce qu'elle vient d'apprendre. Sa fille ne s'est pas suicidée, elle n'a pas fugué par caprice d'adolescente. Elle a été assassinée par un prédateur qu'elle avait eu le courage d'affronter. Un homme respecté, un professeur d'université qui utilisait sa position pour détruire des vies depuis des années. Marie sait maintenant ce qu'il lui reste à faire. Elle doit contacter immédiatement l'inspecteur Blanchard, lui remettre cette cassette, retrouver les preuves cachées par Amélie. Il faut que Laurent Mercier soit démasqué et arrêté avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Mais elle ignore encore que Mercier, depuis 3 mois, joue un double jeu particulièrement pervers. Car cet homme qui a tué Amélie pour faire taire ses accusations participe activement à l'enquête sur sa disparition, se présentant comme un professeur inquiet pour son étudiante. Le lundi 18 janvier 1999 à 14 heures, Marie Giraud se présente au commissariat central de Nantes avec la cassette d'Amélie et les documents trouvés derrière le radiateur de sa chambre. L'inspecteur Blanchard la reçoit immédiatement, comprenant à son expression bouleversée que quelque chose d'important vient de se passer. « Inspecteur, j'ai découvert pourquoi ma fille a disparu. Et je sais qui l'a tuée. » Blanchard écoute intégralement l'enregistrement d'Amélie en présence de Marie et de son adjoint, le lieutenant Moreau. 43 minutes de révélation qui transforment radicalement leur perception de l'affaire. Cette disparition n'est pas une fugue ou un suicide, mais un assassinat maquillé. Les documents rassemblés par Amélie complètent magistralement sa confession audio. Des photocopies des lettres de chantage avec l'écriture de Mercier, des photos du fameux classeur contenant les clichés d'autres étudiantes, des transcriptions d'enregistrements de conversations compromettantes. Un dossier accablant qui démontre l'ampleur du système d'exploitation mis en place par le professeur. « Il faut arrêter Laurent Mercier immédiatement », déclare Blanchard, après avoir examiné tous les éléments. « Nous avons suffisamment de preuves pour l'inculper de harcèlement, chantage, violation de domicile et maintenant de meurtre. » Mais l'inspecteur veut procéder méthodiquement. Plutôt que d'alerter Mercier par une arrestation brutale, il décide de le convoquer au commissariat sous un prétexte innocent pour l'interroger en présence des nouvelles preuves. Le mardi 19 janvier à 10 heures, Laurent Mercier se présente au bureau de Blanchard, convaincu qu'il s'agit d'un complément d'enquête de routine. Depuis 3 mois, il a joué à la perfection le rôle du professeur inquiet, multipliant les propositions d'aide et les témoignages de sympathie envers la famille. « Professeur Mercier, merci d'être venu. J'aimerais revenir sur quelques points concernant Amélie Giraud et votre relation avec cette étudiante. » Mercier s'installe calmement dans le fauteuil face au bureau de l'inspecteur. Il porte un costume gris anthracite impeccable. Sa cravate bleu marine est parfaitement nouée. Rien dans son attitude ne trahit la moindre nervosité. « Bien sûr, inspecteur. Je vous ai déjà dit tout ce que je savais sur Amélie, mais je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions. »
En effet, nous avons découvert de nouveaux éléments qui éclairent cette affaire sous un jour différent. Des éléments qui vous concernent directement. Blanchard sort la cassette audio et la pose bien en évidence sur son bureau. Mercier regarde l'objet sans manifester de réaction particulière, mais ses mains se crispent légèrement sur les accoudoirs de son fauteuil. Amélie Giraud a enregistré une confession de 43 minutes avant sa disparition. Elle y révèle qu'elle était harcelée depuis des mois par un professeur de l'université qui la chantageait avec des photos intimes prises à son insu. Le visage de Mercier reste impassible, mais Blanchard note que sa respiration s'accélère imperceptiblement. L'homme contrôle parfaitement ses réactions, mais certains signes physiologiques ne trompent pas. C'est terrible, inspecteur. Cette pauvre jeune femme a vécu un calvaire dont elle n'a jamais parlé à personne. Savez-vous qui était ce prédateur? Elle le nomme explicitement dans son enregistrement. Il s'agit de vous, professeur Mercier. Le silence qui suit cette accusation dure plusieurs secondes. Mercier soutient le regard de Blanchard sans ciller, mais ses mains tremblent maintenant visiblement. Puis lentement, un sourire étrange apparaît sur ses lèvres. Inspecteur, vous ne pouvez pas accorder le moindre crédit au délire d'une jeune femme manifestement déséquilibrée. Amélie Giraud était une étudiante brillante mais fragile, psychologiquement. Elle fantasmait une relation avec moi parce qu'elle avait de bons résultats dans mes cours. Cette stratégie de défense classique consiste à retourner l'accusation contre la victime. Mercier tente de faire passer Amélie pour une étudiante instable qui aurait inventé cette histoire de harcèlement. Nous avons d'autres preuves que sa confession, professeur. Des documents, des photos, des enregistrements de vos conversations. Amélie avait constitué un dossier très complet sur vos agissements. Blanchard étale sur son bureau les photocopies des lettres de chantage, les clichés du classeur de Mercier, les transcriptions des enregistrements secrets. Un arsenal de preuves matérielles qui réfute toute tentative de dénégation. Elle vous a enregistré le 9 octobre dernier dans votre bureau, quand vous lui avez montré votre collection de photos d'étudiantes. Voulez-vous que je vous fasse écouter cet enregistrement? Pour la première fois, l'assurance de Mercier vacille. Il reconnaît certains des documents étalés devant lui, comprend qu'Amélie avait réussi à rassembler des preuves accablantes de ses crimes. Cette jeune femme était plus retorse que je ne le pensais, murmure-t-il, abandonnant progressivement sa ligne de défense. Professeur Mercier, je vous arrête pour harcèlement sexuel, chantage, violation de domicile et suspicion de meurtre sur la personne d'Amélie Giraud. Les menottes se referment sur les poignets de l'homme qui, quelques minutes plus tôt encore, se présentait comme un universitaire respectable. La façade de respectabilité s'effondre d'un coup, révélant la vraie nature du prédateur. Mais Mercier n'avoue pas immédiatement le meurtre d'Amélie. Confronté aux preuves de son système de chantage, il reconnaît les faits de harcèlement, mais nie catégoriquement avoir tué la jeune femme. Oui, j'avais une relation particulière avec certaines étudiantes. Oui, j'utilisais parfois des méthodes de persuasion discutables. Mais je n'ai jamais tué personne, inspecteur. Amélie a disparu, mais ce n'est pas moi qui l'ai tuée. Cette dénégation partielle complique l'enquête. Mercier admet ses crimes de harcèlement, mais refuse d'endosser la responsabilité de la disparition d'Amélie. Il faut d'autres éléments pour établir définitivement sa culpabilité dans le meurtre. C'est alors que Blanchard décide de jouer sa dernière carte. Il fait entrer dans son bureau Sophie Lemaire, l'ancienne colocataire d'Amélie, qui a accepté de témoigner après avoir appris la vérité sur les agissements de Mercier. « Mademoiselle Lemaire, reconnaissez-vous cet homme ?» demande l'inspecteur en désignant Mercier. Sophie regarde attentivement le professeur menotté et hoche la tête. « Oui, je l'ai vu plusieurs fois rôder autour de notre immeuble en octobre dernier. Je l'ai même croisé dans l'escalier le jeudi 15 octobre, vers 18h. Il montait vers notre étage. » Cette révélation fait l'effet d'une bombe. Sophie place Mercier dans l'immeuble d'Amélie le soir même de sa disparition, à l'heure où la jeune femme aurait dû rentrer de son prétendu rendez-vous avec lui. « Vous mentez !» explose Mercier. « Je n'étais pas dans cet immeuble ce jour-là. » Mais son emportement soudain trahit sa culpabilité. Un innocent n'aurait pas réagi aussi violemment à cette accusation. Blanchard comprend qu'il tient son assassin. « Professeur Mercier,
Amélie vous avait donné rendez-vous ce jeudi 15 octobre pour vous remettre les preuves qu'elle avait rassemblées contre vous. Mais elle n'avait aucune intention de vous les donner réellement, n'est-ce pas? Elle voulait vous dénoncer le lendemain au recteur. La reconstitution des événements se précise. Amélie avait accepté le rendez-vous de Mercier pour gagner du temps, mais elle comptait le trahir en révélant ses crimes aux autorités universitaires. Quand vous avez compris qu'elle ne vous donnerait jamais ces documents, que vous ne pourriez jamais la faire taire, vous avez pris une décision radicale. Vous l'avez tuée pour protéger votre réputation et votre carrière. Mercier reste silencieux, mais son visage s'affaisse progressivement. Le poids de la culpabilité et l'accumulation des preuves finissent par avoir raison de sa résistance psychologique. « Où est le corps d'Amélie, professeur ?» demande doucement Blanchard. Cette question directe, posée avec une certitude tranquille, brise les dernières défenses de Mercier. Il comprend que tout est fini, que ses mensonges ne peuvent plus le sauver. Après quelques minutes de silence, il se met à parler d'une voix brisée. Elle ne voulait rien entendre. Elle disait qu'elle allait tout révéler, que ma carrière serait détruite, que j'irais en prison. Elle ne comprenait pas que j'essayais de l'aider, de la protéger. L'aveu commence par cette justification pathologique typique des pervers narcissiques. Mercier se présente encore comme la victime de la situation, incapable d'assumer pleinement sa responsabilité. « Je ne voulais pas la tuer, inspecteur. C'était un accident. Nous nous sommes disputés, elle a voulu partir, je l'ai retenue. Elle est tombée, elle s'est cognée la tête. » Cette version de l'homicide involontaire ne convainc pas Blanchard. Les éléments du dossier suggèrent une préméditation évidente, pas un accident lors d'une dispute. Où aviez-vous rendez-vous avec elle ce jeudi 15 octobre? Dans mon appartement. Je lui avais dit de venir chez moi récupérer des documents que j'avais sur elle. Je pensais pouvoir la convaincre une dernière fois de ne pas me dénoncer. Mercier avoue donc avoir attiré Amélie dans son domicile personnel sous un faux prétexte, une manœuvre qui démontre la préméditation et réfute sa thèse de l'accident. Et après sa mort, j'ai paniqué, j'ai transporté son corps dans ma voiture pendant la nuit. Je l'ai enterré dans la forêt de Sillé, près du lac de Grandlieu, à 50 km au sud de Nantes. Cette localisation précise permettra aux enquêteurs de retrouver la dépouille d'Amélie et de boucler définitivement l'affaire. Après 3 mois d'angoisse et d'incertitude, Marie Giraud va enfin pouvoir faire son deuil dans la dignité. Le corps d'Amélie Giraud est découvert le 21 janvier 1999 à l'endroit indiqué par Laurent Mercier. Les services de police scientifiques confirment que la jeune femme a été tuée par plusieurs coups violents à la tête, infligeant sa version de l'homicide involontaire. L'autopsie révèle des blessures incompatibles avec une chute accidentelle. Mercier est inculpé de meurtre avec préméditation, harcèlement sexuel aggravé, chantage en bande organisée et violation de domicile. Son procès, qui se tient en septembre 1999 devant la cour d'assises de Loire-Atlantique, révèle l'ampleur de ses crimes sur une période de 12 ans. 7 anciennes étudiantes acceptent de témoigner contre leur ancien professeur, décrivant le même système de chantage et d'exploitation sexuelle qu'avait subi Amélie. Leurs témoignages concordants démontrent que Mercier était un prédateur en série particulièrement organisé et manipulateur. La défense tente de plaider la passion amoureuse et l'homicide involontaire. Mais les preuves rassemblées par Amélie elle-même réfutent cette stratégie. La cassette de confession, diffusée intégralement lors du procès, bouleverse le jury et l'opinion publique. Laurent Mercier est condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Amélie Giraud et à 10 ans supplémentaires pour l'ensemble de ses autres crimes. Une peine qui reflète la gravité de ses actes et l'impact de ses agissements sur de nombreuses vies. Marie Giraud assiste à toutes les audiences, soutenue par Sophie Lemaire et les familles des autres victimes. Elle trouve dans ce procès non seulement la justice qu'elle réclamait pour sa fille, mais aussi la confirmation du courage exceptionnel dont Amélie a fait preuve. « Ma fille est morte en héroïne », déclare-t-elle à la presse après le verdict. Elle a sacrifié sa vie pour que d'autres jeunes femmes n'aient plus à subir ce qu'elle a enduré.
Son courage a permis de démasquer un prédateur qui sévissait depuis des années. L'affaire Amélie Giraud provoque un séisme dans le monde universitaire français. L'Université de Nantes met en place de nouveaux protocoles de prévention du harcèlement et crée une cellule d'écoute pour les étudiants victimes d'abus de pouvoir. Le professeur Henri Fontaine, directeur du département de psychologie, démissionne de ses fonctions, après avoir reconnu qu'il avait reçu plusieurs signalements informels concernant Mercier au fil des années, sans jamais donner suite à ces alertes. Son inaction a permis aux prédateurs de continuer ses agissements en toute impunité. Sophie Lemaire termine ses études d'histoire de l'art et devient conservatrice de musée. Elle garde précieusement les affaires personnelles d'Amélie que Marie lui a confiées, perpétuant la mémoire de son amie disparue. Chaque année, le 15 octobre, elle dépose des fleurs sur sa tombe au cimetière de la Bouteillerie. Marie Giraud crée en 2000 l'association Amélie Courage, qui aide les victimes de harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur. Cette structure d'accompagnement psychologique et juridique traite aujourd'hui plusieurs centaines de dossiers par an dans toute la France. La cassette de confession d'Amélie devient un élément de référence dans la formation des forces de l'ordre sur les affaires de harcèlement. Son témoignage posthume continue d'aider les enquêteurs à comprendre les mécanismes psychologiques de l'emprise et du chantage. 10 ans après le procès, en 2009, Marie Giraud publie un livre intitulé « La voix d'Amélie », qui retrace l'histoire de sa fille et dénonce les dysfonctionnements institutionnels qui ont permis à Mercier de sévir si longtemps. L'ouvrage devient une référence sur la question du harcèlement sexuel en milieu universitaire. Laurent Mercier purge sa peine à la Maison centrale de Rennes. Radié de l'Éducation nationale et de l'Ordre des psychologues, il ne bénéficiera d'aucune remise de peine pour bonne conduite. Ses tentatives d'appel ont toutes été rejetées par la Cour de cassation. En 2018, 20 ans après les faits, l'affaire Amélie Giraud ressurgit dans l'actualité avec le mouvement MeToo et les témoignages de victimes de violences sexuelles dans l'enseignement supérieur. La cassette de confession est diffusée sur les réseaux sociaux, rappelant que ces combats ne datent pas d'hier. Aujourd'hui, une plaque commémorative est apposée dans le hall de l'Université de Nantes, à l'endroit même où Amélie suivait ses cours de psychologie. On peut y lire « À la mémoire d'Amélie Giraud, étudiante courageuse qui a donné sa vie pour que d'autres retrouvent la leur. » Son combat continue. Cette histoire tragique nous rappelle que derrière la façade de respectabilité de certaines institutions se cachent parfois des prédateurs qui exploitent leur position d'autorité pour détruire des vies. Mais elle nous enseigne aussi que le courage d'une seule personne peut suffire à faire triompher la vérité et la justice. Amélie Giraud n'avait que 19 ans quand elle a enregistré sa confession. Elle savait qu'elle risquait sa vie en défiant son bourreau, mais elle l'a fait quand même pour protéger les autres. Cette cassette de 43 minutes est devenue le testament d'une jeune femme extraordinaire qui a refusé de se taire face à l'injustice. Cette histoire nous montre comment le courage d'une seule personne peut suffire à démasquer des années d'abus et de silence institutionnel. Amélie Giraud a payé de sa vie le prix de la vérité, mais son sacrifice n'a pas été vain. Avez-vous reconnu les signaux d'alarme tout au long de cette enquête? Pensiez-vous que le professeur Mercier était réellement inquiet pour son étudiante? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par cette histoire vraie et que vous appréciez ce type d'enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette reconstitution vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également à ces affaires criminelles réelles. Ensemble, nous pouvons perpétuer la mémoire d'Amélie et de toutes les victimes qui ont eu le courage de se battre contre leurs oppresseurs. Une jeune fille disparaît à Nantes en 1988. Elle laisse une cassette avec sa dernière confession.